le président. Oui, Maître Gosnell, pour la défense de M. Borovtchanine. Bonjour, Maître Gosnell. Merci, Monsieur le Président. L'accusation, vous avez dit trois choses dans son mémoire en clôture à propos des images de Petrovic de hangar de Kravitsa le 13 juillet. Première chose, l'entrée à l'ouest de cet hangar était ouverte. Deuxièmement, s'y trouvent dans cette salle à l'ouest 500 musulmans, soit morts, soit sur le point de succomber à leurs blessures. Troisièmement, il y a un massacre en cours dans la partie orientale à l'est du hangar qui commence aussitôt après le massacre commis dans la pièce se trouvant à l'ouest où il y a déjà 500 musulmans morts ou incapables de bouger. La semaine dernière, de façon implicite ou explicite, l'accusation a retiré chacun de ces trois commentaires. L'accusation reconnaît maintenant que cette première affirmation faite par elle est tout simplement incorrecte et que par conséquent, la deuxième affirmation est entachée d'incertitude et troisièmement, qu'il y a peut-être 30 minutes qui se sont écoulées entre la fin du premier incident, la première fusillade et le début du massacre commis dans la pièce se trouvant dans la partie est du hangar. Ce sont là des changements radicaux à la thèse présentée par l'accusation quant à la nature et la chronologie des événements survenus dans le hangar de Kravitsa qui a été présentée par l'accusation dans son mémoire. Et ceci est essentiel au moment de déterminer ce que Borovtchanine a peut-être vu. Et le fait même que ces changements ont été opérés montre en tant que tel le côté spéculatif de ces éléments de preuve indirects présentés contre M. Borovtchanine. Mais j'irai plus loin, Madame et Messieurs les juges. La nouvelle position adoptée par l'accusation est en fait incompatible avec les conclusions que l'accusation vous demande de tirer. L'essentiel de mes remarques aujourd'hui s'attachera à apporter la preuve de ce que je viens de dire. Et je vais vous montrer où se trouvent ces trois idées dans le cadre général de la thèse défendue par l'accusation. L'accusation, dans son mémoire en clôture, affirme que au plus tard, dans la soirée du 12 juillet, M. Borovtchanine était au courant du fait qu'il y avait un plan destiné à assassiner tous les prisonniers musulmans qui avaient été emprisonnés par les forces serbes après la chute de Srebrenica. Mais l'accusation vous donne une thèse de substitution. Elle dit que si Borovtchanine n'avait pas de connaissance intérieure de ce plan de massacre, il devrait quand même être reconnu coupable sur une base plus étroite par ce qu'il a vu et ce qu'il a fait en fin d'après-midi le 13 juillet. Apparemment, il aurait été témoin d'un massacre en cours au hangar de Kravitsa en fin d'après-midi ce jour-là et qu'en face de ce massacre, il soit resté passif, impassible. L'accusation affirme qu'il est responsable de la responsabilité du supérieur hiérarchique si les hommes qui commettaient ce massacre à Kravitsa étaient ses subordonnés ou qu'il est coupable d'une forme de responsabilité par omission si les auteurs de ces crimes n'étaient pas ses subordonnés. Si vous voulez, l'accusation vous offre une simplification fort utile. Elle vous offre tant une thèse ratissant large qu'une thèse plus étroite. Si vous acceptez la première, à ce moment-là, la chronologie précise des événements survenus le 13 juillet, et en particulier ce que vous avez vu sur cette vidéo de Petrovic, aura peu d'effet sur vos conclusions et constatations. Si par ailleurs, vous estimez
qu'il n'est pas possible de retenir ou qu'il est possible de douter de cette thèse beaucoup plus large, je ferai valoir qu'il vous faut examiner de plus près la séquence des événements survenus le 13 juillet. Commençons par la théorie ou la thèse plus large présentée par l'accusation. Au paragraphe 1878 de son mémoire, et je pense que vous allez dans un instant avoir ceci à l'écran, l'accusation affirme ceci, et je cite le paragraphe 1878. À la fin du 12 juillet, Borov-Tchanin devait avoir une connaissance complète des intentions de la VRS qui était de séparer et d'assassiner les hommes et les jeunes hommes musulmans de Botochari. Fin de citation. Plus exactement, l'accusation offre 3 arguments à l'appui de cette affirmation. Premier argument. Vous le trouvez au paragraphe 1914. Il consiste à dire ceci, et je cite, « Tout ordre militaire normal donne au commandement subordonné l'objectif poursuivi dans l'opération et c'est ce que la VRS aurait communiqué à Borov-Tchanin. » Fin de citation. Mais ce n'est pas là une supposition raisonnable, Madame et Messieurs les juges. Est-il probable que quelqu'un qui se trouve au degré le plus élevé de la hiérarchie de la VRS, qui concocte un plan de meurtre massif, va sentir l'obligation de révéler son intention criminelle à n'importe quel subordonné, à tous les subordonnés, parce qu'il faut respecter ce que dit le règlement militaire. Momir Nikolic est le seul témoin à avoir donné une idée précise et directe de la question. En fait, il a dit que le contraire s'était passé, que personne le 12 et le 13 juillet qu'il n'avait pas mentionné ce plan qui était de massacrer, parce qu'il était compris que ce plan il devait être gardé le plus secret possible. Au paragraphe 18, 58, 1908, 1914 et 1918 du mémoire en clôture de l'accusation, il est dit, premièrement, qu'il y a eu sévices infligés aux prisonniers de Potocari. Deuxièmement, que ces sévices ont été vus par Borov-Tchanin ou qu'il en avait connaissance. Et troisièmement, que ces sévices auraient dû faire comprendre à Borov-Tchanin que tous les prisonniers allaient être tués. Souvent, dans le mémoire de l'accusation, il y a une association entre les termes de séparation et de détention, qui sont associés aux termes sévices et exécution. Comme si, parce qu'on répète cette litanie de façon répétitive, vous, les juges, vous allez accepter tout simplement, sans autre forme de procès, cette association. Cette affirmation, elle est fausse à bien des égards. D'abord, la détention d'hommes en âge de combattre, c'est une pratique acceptée et reconnue au titre du droit international humanitaire, une pratique qui a été celle d'armées occidentales de par le passé et qui se justifiait tout particulièrement dans la situation de Srebrenica, là où tous les hommes en âge de combattre ont été mobilisés, conscrits, où les combattants portaient souvent des vêtements civils et où il y avait une longue colonne de combattants musulmans à tout près. La pratique de détention massive était chose commune dans toutes les guerres des Balkans, sans pour autant que ceci ait entraîné des exécutions massives. Et même les observateurs internationaux se trouvant sur le terrain à Potocari les 12 et 13 juillet n'ont pas pensé qu'il était inadéquat ou illégal d'avoir des détentions ou c'est encore plus important que les conditions de détention auraient indiqué que les prisonniers allaient être exécutés.
Mais une question valable s'impose. C'est celle de savoir si Borovtchanin a vu ou aurait forcément appris que on appliquait une force supérieure à la force qui était nécessaire pour assurer la détention des prisonniers et que cette force aurait été appliquée à telle échelle qu'on pouvait en déduire qu'il allait y avoir un massacre. La question n'est pas de savoir si il était présent à un moment quelconque du processus d'évacuation à Potocari. La question de savoir si on peut déduire de façon certaine, vu le temps qu'il a passé là-bas, qu'il a vu des excès qui auraient forcément dû l'alarmer et lui faire comprendre qu'il y allait avoir une tuerie. À notre avis, et nous l'avons dit longuement dans notre mémoire en clôture, les éléments ne soutiennent pas cette déduction. D'abord parce que la violence qu'il y a eu à Potocari, elle n'a pas été manifeste, elle s'est faite de façon discrète, et aussi parce que Borovtchanin a été présent très peu de temps à Potocari le 13 juillet. L'accusation sous-tend, troisièmement, paragraphe 1916 de son mémoire, que Borovtchanin a omis de décrire le but de détention et que ses rapports post-opérationnels impliquent qu'il est en train de couvrir une intention criminelle. D'abord, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, que Borovtchanin dit de façon très candide dans ces deux rapports d'opération que les forces du MOUP ont fourni leur aide au processus d'évacuation. Donc il n'y a absolument aucune malhonnêteté là. Et deuxièmement, tout comme le dit Borovtchanin, tout au long des entretiens qu'il a eu avec le bureau du procureur en 2002, et tout comme le démontre la preuve qu'il n'a pas eu le contrôle effectif sur l'unité des déserteurs à Potocari. Et n'a pas eu non plus le contrôle sur sa participation dans le processus d'évacuation. Ce qui parle dans ces rapports nous fait comprendre qu'il était impliqué de façon limitée. Troisièmement, Borovtchanin n'avait absolument aucune raison de parler en long et en large de ces détentions assez supérieures, car après tout, ceci avait été fait à un niveau supérieur de la VRS. L'omission de donner une explication exhaustive et de parler de ces détentions ne démontre pas du tout qu'il était en train d'essayer de couvrir une exécution de masse les 12 et 13 juillet. Dans le mémoire de l'accusation, 3 arguments sont présentés pour ce qui est de leur théorie à grande échelle. D'abord, que la Chambre peut penser que les meurtres qui ont eu lieu à l'entrepôt de Kravitsa étaient une exécution déjà planifiée, déjà au début, puisque les meurtres qui ont eu lieu là correspondent à un schéma d'exécution de grande envergure. Et ceci est tout à fait faux. L'entrepôt se trouve à 20 mètres de la route principale. Dans l'après-midi du 13 juillet, de longs convois de cars remplis de civils musulmans se déplaçaient le long de cette route, possiblement même avec des escortes de la Fort Prenu. Ce n'est pas un endroit caché. Ce n'est pas un endroit propice, reprend l'interprète, pour faire un massacre, une hécatombe de milliers d'hommes. Peut-être avec une exception à l'exception de la rivière Yadar qui implique un petit nombre de victimes. Toutes les exécutions qui ont suivi Srebrenica se sont déroulées loin des yeux des témoins potentiels. Terska et
Le seul lieu d'exécution qui a précédé les événements de l'entrepôt de Kravica a été mené de façon secrète, et ce à plusieurs kilomètres de la route principale. Il n'y a pas eu de lien trouvé parmi les restes humains selon lesquels on pourrait dire qu'ils venaient exclusivement de l'entrepôt de Kravica. Rien dans les circonstances entourant les hommes musulmans qui étaient détenus à l'entrepôt de Kravica dans l'après-midi du 13 juillet ne pouvait laisser croire que ces derniers allaient être massacrés, allaient être tués ou assassinés. On ne pouvait que penser qu'ils étaient là de façon temporaire en attendant un transfert au camp de détention. Tout comme il a été le cas d'ailleurs pour les autres prisonniers qui avaient été détenus le long de la route ce jour-là et qui avaient été emmenés par autocar à Bratunat, qui y avaient été emmenés pour une détention temporaire. Deuxièmement, l'accusation sous-tend que l'ordre de Borovtchanin d'arrêter le trafic ou la circulation sur la route était dans le but de cacher l'exécution des prisonniers à l'entrepôt. Ceci se trouve au paragraphe 585 et 1988 du mémoire de l'accusation. La faille la plus importante dans ce raisonnement, c'est la présomption qu'il y a eu une seule raison pour fermer la route et que la route n'a été fermée qu'une seule fois. C'est une déduction qui n'est pas fiable, comme nous l'avons dit au paragraphe 302 de notre mémoire. Immédiatement après que l'on ait entendu Borovtchanin dire que la route devait être fermée, la vidéo Petrovitch montre 2 canons de grand calibre mobiles sur la route, immédiatement derrière son véhicule et qui tiraient de façon intense dans la forêt. Les véhicules se trouvent à droite, mais les canons pointent vers la gauche. On ne voit aucun autocar au cours de cette séquence vidéo. Donc, nous avançons que vous ne pouvez pas simplement accepter la conclusion que la seule raison possible pour laquelle on ait fermé la route aurait été de cacher ces exécutions. De plus, il y a des indications nous permettant de croire que la route a été fermée à plusieurs reprises, et ce, à diverses fins. Et ceci découle de l'audio, de la vidéo du procès même. Il s'agit de la pièce P 2985 à la page 10. Où on voit l'interlocuteur de Borovtchanin dire que quelqu'un d'autre, un certain Kovac, s'est déjà occupé de fermer la route. Ceci nous donne au moins une indication possible selon laquelle on peut voir que la route avait été fermée auparavant pour une autre raison. Le contexte plus général également contredit l'allégation de l'accusation quant à la motivation de dissimuler que se trouvant derrière cet ordre. D'abord, si Borovtchanin avait voulu commettre un meurtre de masse, un assassinat à l'entrepôt de Kravica et le dissimuler, pourquoi aurait-il à ce moment-là fermé la route tout de suite après que le dernier convoi des autocars ait quitté Potocari et passerait devant l'entrepôt de Kravica? Ce dernier convoi passait ou se rendait en fait à Potocari à ce moment-là, tout comme on le peut voir dans les séquences vidéo du bataillon néerlandais. Et pour moi, c'est une interprétation adéquate, et c'est l'interprétation qu'il faudrait accorder
aux extraits vidéo Popovich. Petrovic, reprend l'interprète. L'accusation a dit vendredi dernier que les convois n'étaient pas partis avant 8 heures du soir, avant 20 heures, où ils disent au paragraphe 379 que le 13 juillet, vers environ 18 heures, les transports étaient déjà terminés. S'il y avait une intention de dissimuler les assassinats, ne pensez-vous pas qu'il aurait été plus sage de laisser passer ces autocars et ensuite exécuter les prisonniers sans que des témoins ne passent par là? Deuxièmement, et si cela avait été l'objectif de l'ordre, à ce moment-là, pourquoi alors il y aurait des points de contrôle où ces autobus seraient arrêtés et vérifiés à quelques centaines de mètres le long, en contrebas de la route de l'entrepôt? Pourquoi à ce moment-là venir avec un journaliste et avec une caméra vidéo pour filmer la route et ensuite donner la séquence, remettre la séquence vidéo au bureau du procureur au cours de son entretien? Mais l'accusation essaie de mettre ceci à l'écart. Ils disent, eh bien, il lui a fallu nous remettre la vidéo parce qu'il a sans doute pensé que nous l'avions déjà. Mais ce n'est pas vrai, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Même en 2002, le bureau du procureur n'avait pas cet extrait vidéo. Ils l'ont obtenu de Borovtchanin et ils prétendent que la raison pour laquelle ils n'avaient pas cette vidéo, que c'était parce qu'il y avait un effort concerté de dissimuler cette vidéo. Alors, si Borovtchanin était impliqué dans tout ceci, est-ce que vous croyez qu'il aurait été possible de dire qu'il n'avait aucune connaissance de cette de cette façon massive du bureau du procureur déployée pour essayer de dissimuler la vérité, à savoir qu'il n'avait pas réellement la vidéo en 2002? Et ne pensez-vous pas qu'il aurait été plus intelligent de la part de Borovtchanin de prétendre, tout comme il aurait pu le faire très facilement, je n'ai simplement pas cette vidéo, aucune idée? Il aurait pu dire... Il aurait néanmoins dit ce qu'il a dit pendant l'entretien. Il aurait pu dire ce qu'il a dit sur la base de ce qui aurait pu sortir plus tard. Il n'aurait pas eu d'implication, de culpabilité si plus tard cette vidéo s'était fait voir et aurait été présentée par une autre source. Très brièvement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs le juge, cette allégation selon laquelle Borovtchanin ait fermé la route pour dissimuler une exécution de masse n'est que spéculation et spéculation improbable d'ailleurs. L'accusation s'appuie sur un dernier élément pour sa théorie quant à l'implication de Borovtchanin dans les exécutions de l'entrepôt de Kravitsa, et c'est l'intercept Kurstich de 20h40 dans la soirée du 13 juillet. Cette conversation interceptée ne peut que représenter l'interprétation sinistre avancée par l'accusation, à savoir que si le massacre à l'entrepôt de Kravitsa avait déjà eu lieu, les éléments de preuve pris dans leur totalité, je vais les élaborer un peu plus tard, c'est que le massacre à l'entrepôt de Kravitsa, en fait, n'avait pas eu lieu jusqu'à la tombée de la nuit. Les réponses de Borovtchanin qu'il a données au cours de son entretien avec le bureau du procureur ne reflètent absolument pas une
conscience de culpabilité ou d'essayer de dissimuler la vérité. C'est simplement un rejet tout à fait légitime d'allégations non fondées. Et c'est pour ces raisons-ci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, et pour toutes les autres raisons qui sont expliquées dans notre mémoire, nous avançons que l'accusation n'a pas établi, au-delà du doute raisonnable, que Borovtchanin se déplaçait le long de cette route le 13 juillet, sachant que que quelque exécution de masse aura lieu, se reprend l'interprète. Les éléments de preuve nous démontrent le contraire. Dans ce contexte, nous avançons que les détails de cette affaire étroite sont très importants et vous devez vous pencher sur ces détails. La théorie étroite s'appuie sur deux modes factuels. D'abord, Borovtchanin s'est trouvé ou était à la maison, à l'entrepôt de Kravitsa pendant l'exécution de masse qui aurait commencé à 17 h. Et deuxièmement, ces hommes ont pris part à ce meurtre. Aucune preuve directe n'est à l'appui de ces deux allégations. L'accusation s'est appuyée plutôt sur des éléments de preuve circonstanciels. Et ceci exigeait de ces derniers d'exclure tous les autres scénarios possibles, comme s'il s'agissait de scénarios déraisonnables. Une affaire circonstancielle où la présentation des moyens de preuve circonstanciels devrait bénéficier de 3 caractéristiques pour rencontrer, pour pouvoir être ce que c'est-à-dire une cohérence, à savoir si le scénario dans lequel l'accusé aurait été impliqué démontre une culpabilité. Deuxièmement, eu égard aux aspects fondamentaux, c'est-à-dire est-ce que les aspects fondamentaux du scénario demeurent constants alors que de nouveaux éléments de preuve sont apportés? Et troisièmement, est-il possible ou est-ce que les éléments de preuve obtenus ont été communiqués d'une façon selon laquelle on peut être assuré que tous les autres scénarios alternatifs possibles devraient être rejetés comme étant des scénarios déraisonnables. La défense doit rencontrer le poids, c'est-à-dire qu'il faut que la défense puisse démontrer que l'accusation n'ait pas pu démontrer tout ceci en essayant de vous démontrer d'autres scénarios raisonnables et possibles, ou plus précisément en essayant de vous présenter d'autres scénarios qui ne peuvent pas être exclus comme étant des scénarios déraisonnables. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vous avez notre mémoire en clôture. Nous vous avons montré un scénario qui non pas seulement est clairement raisonnable, mais d'après nous est beaucoup plus proche de la vérité et de ce qui s'est réellement passé que ce qui a été présenté par l'accusation, avancé par l'accusation, sur le plan interprète. La preuve démontre de façon très claire qu'il y a eu 2 événements, 2 assassinats distincts. Plutôt 2 événements impliquant les assassinats distincts, se reprend l'interprète. Les premiers tirs avaient duré de 15 à 30 minutes et c'était sans doute une réaction à la suite d'une insurrection des prisonniers musulmans. Le corps que vous voyez devant l'entrepôt sur la vidéo semble avoir été tué au cours de
cette période relativement courte de tir. Ensuite, il y a une pause pendant laquelle les prisonniers sont enfermés dans l'entrepôt. La durée exacte de cette période n'est pas claire, mais probablement, basée sur les preuves, cette période d'enfermement dure jusqu'à la tombée de la nuit, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'un massacre délibéré des prisonniers est commencé et qui a duré pendant une période assez longue pendant cette nuit-là. De nouveau, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, nous n'avons pas le poids lorsque nous représentons cette théorie. Nous admettons que la théorie est basée sur certaines spéculations, mais ce n'est qu'une réflexion de la nature fragmentaire des éléments de preuve qui vous ont été démontrés. Néanmoins, nous affirmons que la chronologie n'est pas déraisonnable. L'accusation n'a pas été en mesure d'exclure la possibilité raisonnable, à savoir que la première séquence de tir est une durée très courte, que les prisonniers avaient été tués ou que l'on ait tiré sur les prisonniers en réaction à une insurrection, une tentative d'insurrection, et que par la suite, ces tirs s'étaient terminés avant que Borovtchanin n'arrive. Dans leur mémoire en clôture, l'accusation dans son mémoire en clôture, vous présente ce scénario qui n'est crédible que si l'on ignore tous les éléments de preuve reçus. Il n'y a absolument aucune discussion, on ne parle pas du tout du témoignage de Mevludinovic. On ne parle pas du tout, ils ne parlent pas dans leur mémoire en clôture du biais potentiel de Miloš Djukanovic, et il n'y a absolument aucune discussion. On ne parle pas des témoignages divergents des témoins PW 111 et PW 156. Dans leur mémoire en clôture, le procureur ne vous parle pas des problèmes que pouvait relever le témoignage du témoin PW 156. Et finalement, il n'y a aucune analyse faite sur le poids relatif du témoignage conflictuel qu'ont donné les témoins PW 111 et PW 156. L'accusation a tenté de rectifier certaines de ces lacunes vendredi, et je vais vous donner une réponse. Néanmoins, je voudrais dire que l'analyse de l'accusation continue d'être incomplète et superficielle. Le mémoire de l'accusation a néanmoins le mérite de donner une hypothèse claire quant à la séquence des événements ou à la chronologie des événements qui se sont déroulés à l'entrepôt de Kravitsa. Et voici la chronologie qu'il vous offre. Une exécution préalablement planifiée commence entre 16h55 et 17h. Vers 17h15, tous les prisonniers se trouvant dans la pièce ouest sont soit morts ou blessés. Vers environ 17h15 ou 17h20, donc une vingtaine de minutes après le début des tirs, un prisonnier musulman
réussit à s'emparer d'un fusil et tue 2 soldats serbes. Un troisième est blessé en essayant de prendre, de saisir le fusil encore chaud. Borovchanin ensuite reçoit un appel téléphonique concernant cet incident dans lequel on lui dit de revenir le long de la route. Borovchanin effectivement revient le long de la route et d'après le bureau du procureur et de leur mémoire en clôture, il arrive entre 17h15 et 17h20. Par la suite, nous pouvons lire au paragraphe 1992, 1989 et 611 de leur mémoire en clôture. L'accusation avance que lorsque Borovchanin passe devant l'entrepôt, des meurtres se poursuivent dans la pièce est orientale. Ce qui veut dire que les meurtres dans la pièce orientale ont suivi immédiatement après les massacres qui ont eu lieu dans la pièce occidentale. Deux points de consensus très importants que je voudrais dire concernant ce scénario. D'abord, l'accusation et la défense sont d'accord pour dire qu'un prisonnier musulman a effectivement saisi le fusil, ou s'était emparé d'un fusil, et avait ce fusil en sa possession suffisamment longtemps pour tuer un Serbe et en blesser un autre. La seule différence entre ce qu'avance l'accusation et ce que dit la défense, c'est la chronologie. Selon nous, ceci est arrivé au début de l'événement impliquant ces tirs, alors qu'ils disent que c'est arrivé 20 minutes après le début de la fusillade. Donc voilà, c'est notre premier point. Deuxièmement, d'après l'accusation, la première fusillade... Deuxièmement, l'accusation... donc, le temps plutôt qu'accorde l'accusation au moment où Borovchanin est arrivé, ceci est à peu près précis, mais avec un avertissement. Si l'appel radio était arrivé à Borovchanin, comme ils le disent, entre 17h15 et 17h20, et c'est ce que l'on peut retrouver au paragraphe 1919 de leur mémoire, d'après nous, une personne ne peut pas arriver à l'entrepôt immédiatement. Nous avançons que Borovchanin a dû au moins prendre 5 à 10 minutes avant d'arriver à l'entrepôt, ce qui veut dire qu'il y a une probabilité, et ceci ne peut pas être exclu comme étant déraisonnable, qu'il soit arrivé entre 17h20 et 17h30. À l'exception de ceci, et même ce caveat n'est pas en fait complètement exclusif quand il s'agit de la thèse de l'accusation. En fait, nous sommes même d'accord avec cet aspect-là du scénario. Now, the essential question that leads you to. Maintenant, la question essentielle qui se pose est de savoir ce qui s'est passé à l'entrepôt de Kravitsa à ce moment-là. La séquence vidéo faite par Petrovic et la pièce à conviction centrale dans cette affaire. Regardons ce que l'accusation a dit à propos de cette vidéo, paragraphe 6.2.7. La vidéo faite par Petrovic montre deux soldats serbes
qui sont debout devant deux portes ouvertes de l'entrepôt ou de la pièce occidentale de l'entrepôt, tournant leur dos à l'entrepôt. Cela représente donc l'indication claire qu'il n'y avait pas de raison aucune pour garder ces 100 musulmans dans cette pièce parce qu'ils ne représentaient pas de menace. Cela veut dire que tous les musulmans se trouvant dans la pièce occidentale ou tournés vers l'ouest plutôt de l'entrepôt avaient été déjà morts ou à mesure de représenter une menace au moment où Borovchanin Petrovic conduisait, était à bord du véhicule et passait par l'entrepôt. Si c'est l'essentiel de leur thèse pour 4 raisons. Et si c'est vrai, d'abord, cela montrerait que l'exécution en masse, plutôt que a eu déjà lieu à l'entrepôt. Deuxièmement, si c'est vrai, cela voudrait dire que Borovchanin aurait pu voir au moins certains des victimes de ce massacre. Et certainement, on peut donc supposer que Borovchanin aurait pu en déduire que une tentative d'escapade a eu lieu, ou peut-être quelque chose de plus que cela. Troisièmement, si c'est vrai, l'aspect des soldats, ce qui a été reconnu par l'accusation dans la vidéo Petrovic, aurait pu vouloir dire qu'en fait, il n'y avait pas de fusillade à l'entrepôt à ce moment-là, ce que aurait voulu dire que toutes les personnes se trouvant dans cette pièce tournant vers l'ouest étaient déjà morts. Et finalement, si les portes sont ouvertes et si tout le monde est mort, cela étaye le témoignage des témoins 156, à savoir que au début de cette tuerie, il s'agissait de massacre et qui a commencé approximativement à 17h. Et encore une fois, il s'agit des récits des témoins 156 et 111 qui sont essentiels pour cette affaire. Et Monsieur le Président, il y a donc 4 conclusions essentielles qu'on peut tirer de cette affirmation selon laquelle l'entrée se trouvant à l'ouest de l'entrepôt était ouverte. Vendredi dernier, l'accusation s'est levée et a commencé à vous parler de quelque chose qui est, par rapport à la vidéo Petrovic, qui est complètement différent. For the record, for you, Et je cite, j'ai offert qu'on verse au dossier en tant que fait admis que cette porte était fermée. Donc nous ne pouvons pas conclure aussi facilement qu'avant quel était le nombre de personnes qui s'y trouvaient et qui étaient mortes, à l'exception du groupe de 15, 20, 30 cadavres qui étaient dispersés partout. Et on pouvait les voir sur la photographie, éparpillés partout. Fin de citation. Il est possible qu'il y ait des erreurs dans une affaire comme la nôtre, Monsieur le Président. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais
Essayons de situer cela dans le contexte. Il s'agit de la troisième affaire devant ce tribunal dans laquelle il s'agit de l'entrepôt de Kravica, où on parle des événements qui se sont passés là-bas. L'accusation a mené des enquêtes pour ce qui est de tous ces événements depuis une décennie, ou plus d'une décennie. Et cette affaire a duré 3 ans. L'accusation reconnaît que les événements à Kravica représentent une affaire à l'intérieur d'une autre affaire, et cela exige qu'on ait un certain niveau pour ce qui est des moyens de preuve documentaire. Et ici, nous rencontrons une affirmation factuelle qui est qu'on ne peut pas dissocier de l'affirmation selon laquelle 500 personnes sont mortes ou sont en train de saigner jusqu'à la mort, ce qui nous mène à avoir des doutes par rapport à l'affirmation. Et cela, la veille du réquisitoire et plaidoirie, il y a 4 semaines, ils ont déposé leur mémoire en clôture en vous disant « Monsieur le Président, croyez-nous, vous pouvez condamner Borovtchanine avec la conscience tranquille et l'envoyer en prison pour y purger la peine d'emprisonnement à vie, parce que nous savons ce qui s'était passé là-bas. Et ici, on voit le scénario selon lequel tout cela s'est développé. Voilà le maillon de la chaîne qui manquait, qui corrobore ce scénario. Donc vous pouvez en conclure que 500 personnes ont été mortes là-bas, avoir la conscience tranquille. Voilà, dans cette vidéo, on a le massacre qui, à ce moment-là, était toujours en train de se développer, et on voit Borovtchanine au milieu de ce bain de sang. Mais, Monsieur le Président, ils ont tort. Maintenant, ils admettent qu'ils ont eu tort à ce sujet. La gravité de l'erreur en question est encore plus grande parce que l'accusation n'a pas mentionné un point vendredi dernier. Et pendant quelques derniers jours, l'accusation nous a présenté à peu près 230 photographies qui n'avaient pas été communiquées auparavant. Les photographies de l'entrepôt à Kravica. Parmi ces photographies se trouvent les photographies sur lesquelles on voit des fragments des portes en métal à Glogova, et les photographies montrant les portes de l'entrée de l'entrepôt des bâtiments faisant partie de l'entrepôt, où des poignées de portes correspondent exactement à la position et à la forme des marques blanches dans la vidéo de Petrovic, au centre de la porte prétendument ouverte, ce que l'accusation a affirmé dans son mémoire clôture. Pourquoi l'accusation a dit qu'il s'agissait d'une fenêtre? Certaines de ces photographies ont été prises en 1999. Il s'agit des photographies des lieux du crime. Et certaines d'entre elles, comme nous le savons aujourd'hui, sont de nature à disculper. Et pendant des années, ces photographies n'ont pas été communiquées à la défense. Monsieur le Président, vous n'apprendrez jamais ou que vous avez été
proche du point de ne jamais entendre cette erreur de l'accusation, faite par l'accusation. Et je ne peux pas vous dire à quel point nous avons hésité à soulever cet argument dans notre mémoire en clôture parce que nous n'avons pas pu être tout à fait certains pour ce qui est de dire ce qui figure au centre de la porte d'entrée à l'ouest. Mais vous pouvez donc sentir notre hésitation. Pourtant, au paragraphe 150 de notre mémoire en clôture, pourtant, ce que je peux vous dire est la chose suivante. La non-communication de ces photographies aurait pu facilement, très facilement, faire une différence entre le fait que cela sorte à la lumière du jour et que cela ne sorte jamais à la lumière du jour. Vous auriez pu facilement de n'avoir jamais entendu l'histoire pour ce qui est de la porte d'entrée à l'ouest de l'entrepôt, ce que, dans ce sens-là, aurait pu vous induire à une déduction, conclusion dramatiquement fausse, à savoir qu'à ce moment-là, il y avait le massacre, le bain de sang qui, à ce moment-là, était en cours. Contrairement à la conclusion qu'il se serait agi de l'action visant à éviter qu'il y ait une invasion. Je soutiens que cela devrait vous amener à se pencher encore une fois sérieusement sur la fiabilité et la véridicité de la thèse de l'accusation. Il ne faut pas que vous penchiez seulement sur les erreurs visibles commises par l'accusation. L'accusation, pour ce qui est de cette erreur particulière, n'a dit pas un mot de plus dans leur accusatoire, mis à part ce paragraphe que je viens de citer, en faisant allusion qu'il s'agissait d'un point mineur, mais c'est un point majeur parce qu'il s'agit de la non-communication de cette pièce. C'est très important parce que c'était la base sur laquelle on peut s'appuyer pour affirmer que 500 personnes étaient mortes. C'est un point majeur parce qu'ils ont utilisé cela pour prouver qu'il s'agissait d'un massacre prémédité à partir du début de sa commission. C'est un point important parce que cela pourrait vous amener à la conclusion qu'il y a des fondements sur lesquels on peut s'appuyer pour tirer les conclusions pour ce qui est de l'état de conscience de Borovtchanin et de son savoir à l'époque. Penchons-nous sur les arguments, encore une fois sur les arguments présentés par l'accusation. A. Les portes étaient ouvertes et en combinant cela avec B, ces soldats se baladaient d'un air décontracté devant l'entrepôt. Par conséquent, sous C, 500 personnes étaient déjà mortes à l'intérieur ou saignaient jusqu'à la mort. Des Borovtchanin passaient à bord de voitures près de l'entrepôt à ce moment-là. Cela indique que Borovtchanin est là-bas, au milieu, au centre du massacre, un masse planifié. Et F, la chambre, devrait conclure par conséquent que lui, il avait l'intention, pour ce qui est de la commission de se mettre en masse, ou bien il est coupable pour ce qui est de se mettre en masse parce qu'il n'est pas intervenu. C'est leur thèse et au moins c'était leur thèse
il y a un mois, l'accusation reconnaît que ces déductions étaient erronées. C'est ce qu'ils ont admis dans leur réquisitoire vendredi dernier. Permettez-moi de répéter encore une fois ce que l'accusation a dit vendredi dernier. Je cite, « À ce moment, nous ne pouvons pas tirer des conclusions aussi facilement qu'avant pour ce qui est du nombre de personnes qui étaient mortes à l'intérieur de l'entrepôt, mis à part le groupe de 15, 20, 30 personnes que nous voyons, dont les cadavres nous voyons éparpillés dans la pièce qu'on peut voir sur la photographie. Il s'agit d'une sorte de retrait étonnant du côté de l'accusation à ce stade de l'affaire, de la procédure. Vous avez la procureure qui admet, qui reconnaît dans le réquisitoire que 15 prisonniers auraient peut-être été morts à l'entrepôt à ce moment-là, en écartant l'affirmation dans son mémoire en clôture selon laquelle il y avait au moins 500 personnes qui étaient déjà mortes ou qui saignaient jusqu'à la mort. L'accusation a changé sa position et de là, on peut... de là, donc s'élève un nombre d'autres questions de nature plus générale qui pourraient être aussi importantes que la question même pour ce qui est de cette déduction particulière. Savez-vous, Monsieur le Président, avec une précision quelconque, après avoir entendu le procureur vendredi dernier, après avoir entendu ce que je viens de citer, Monsieur le Président, pouvez-vous être certain, eu égard d'autres parties de la thèse de l'accusation, des éléments circonstanciels qui a écarté, et pour ce qui est aussi des parts qui étaient restées intactes, est-ce qu'une thèse comme telle, avec une erreur factuelle sérieuse, essentielle, est-ce que cette thèse pourrait être digne de votre confiance? Est-ce que la Chambre, pour ce qui est de cette affaire, de cette thèse, qui a été complètement modifiée de la façon cruciale, est-ce qu'on peut y avoir des parties qui sont dignes de confiance? Qu'est-ce qui reste de leur thèse, de leur affirmation centrale selon laquelle Borovtchanin passait par près de l'entrepôt au moment où le massacre se déroulait là-bas? Monsieur le Président, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres incidents de meurtre dans le même bâtiment qui faisait partie de l'entrepôt à ce moment-là, mais il y a des éléments qui ont été certainement prouvés. Le témoin 111 se trouvait dans la pièce qui était tournée vers l'est, dans l'entrepôt, et personne l'a contesté au paragraphe 111 et paragraphe 1989. L'accusation avance que les exécutions étaient en cours dans la pièce tournée vers l'est de l'entrepôt au moment où Borovtchanin passait près de l'entrepôt. Ils ont dit que cela s'est passé à 15h15 ou à 15h20 de l'après-midi. J'étais surpris vendredi dernier au moment où j'ai entendu la procureure accepter le témoignage du témoin 111 qui a dit qu'il y avait eu au minimum un laps de temps de 30 minutes entre la fin de la fusillade se déroulant du côté tourné vers l'ouest de l'entrepôt et le commencement du massacre dans la pièce se trouvant à l'ouest de l'entrepôt. See exactly what the Et
C'est précisément. Voyons ce que le procureur dit précisément. Je vais le citer. Le témoin 111 a dit sans équivoque qu'il s'était écoulé une demi-heure entre les coups de fusil qu'il avait entendus de l'autre côté de l'entrepôt et le moment où a commencé la fusillade de son côté, là où il se trouvait. Un peu plus loin, l'accusation, ce que j'interprète, a dit ceci. Il est tout à fait clair sur le fait que les exécutions de son côté se sont produites une demi-heure après les exécutions qui se sont produites près de lui. Et nous savons que ces premières fusillades ont eu lieu entre 5 heures, ou plus exactement que cet intervalle se situe entre 17h et 17h30, au moment où il y a eu cette accalmie. Fin de citation. Je pense que l'accusation est en proie à une contradiction fondamentale en ce point. Apparemment, je n'entends pas l'interprétation en BCS. Le président, manifestement, il faut vérifier. Je ne suivais pas la cabine en BCS. Vous recevez l'interprétation, demande le président. Fort bien. Maître Gosnell, pouvez-vous reprendre? Apparemment, le problème est réglé. Pour autant qu'il y ait eu un problème. Maître, excusez-moi. On vient de me dire qu'il y avait un problème au moment où j'ai commencé à lire la citation. C'est à ce moment-là qu'on n'a plus entendu l'interprétation en BCS. Si vous me le permettez, je vais reprendre cette citation. Le président, allez-y. Maître Gosnell, voici ce qu'a dit l'accusation. Je commence à la ligne 18 de la page 3-4 de 5 du compte-rendu d'audience. Le témoin 111 a dit sans équivoque qu'une demi-heure s'était écoulée entre les coups de feu qu'il a entendus de l'autre côté de l'entrepôt et le moment où les coups ont commencé là où il était. Un peu plus loin, à la page 34 326, il dit ceci. Le témoin est tout à fait clair sur le fait que ces exécutions se sont produites une demi-heure après les exécutions qu'il y a eu près de l'endroit où il était. Et nous savons que ceci s'est passé vers 5h, 5h30, lorsqu'il y a eu cette accalmie. Fin de citation. L'accusation est prise dans une contradiction fondamentale en ce point. Dans son mémoire, l'accusation dit que le massacre se poursuit dans la pièce à l'est au moment où passe Borochanin, entre 17h15 et 17h20. Maintenant, pourtant, l'accusation accepte la déposition du témoin 111, qui lui se trouvait dans la pièce est à ce moment-là. Témoin 111 qui dit avoir entendu une première série de tirs de l'autre côté de l'entrepôt, tirs qui ont duré une demi-heure. Entre 17h et 17h30, période de temps que c'est de l'accusation, et qu'après, il y a eu une accalmie d'une demi-heure avant que ne commencent les tirs à l'endroit où lui se trouvait dans l'entrepôt. Alors, si on reprend la chronologie que nous offre maintenant l'accusation, et si nous acceptons la déposition du témoin 111, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les tueries effectuées dans la pièce est n'ont commencé que vers 18h.
Et reprenons la chronologie adoptée par l'accusation dans son mémoire, ça fait 40 minutes de plus après le moment où est censé se trouver en ces lieux Borov-Janin. Tout le monde reconnaît, et c'est juste, que le témoin 111 n'était pas peut-être de la plus grande précision pour ce qui est de l'heure exacte. Le temps, c'est quelque chose d'important, mais n'oublions pas deux choses. Premièrement, ce qui est essentiel et ne saurait être contesté ici, c'est la chronologie des événements qui se succèdent. Deuxièmement, lorsqu'il s'agira d'évaluer cette chronologie, qu'allez-vous vous demander? Vous allez vous demander si vous pouvez exclure la possibilité que Borov-Janin n'ait pas été présent pendant cet intervalle de temps, pendant cette période, en partant des éléments qui vous ont été proposés. Et de façon plus générale, j'avoue que je ne sais plus quelle est la position retenue par l'accusation. Est-ce que le massacre se poursuivait dans la pièce Est à 17h15 ou 17h20 ou est-ce qu'il n'y avait pas de massacre à ce moment-là? L'accusation se trouve face à un autre problème qui est encore plus grave. Si elle accepte la déposition du témoin 111 à propos de cette interruption dans les tirs d'une demi-heure, à propos du fait même qu'il y ait eu une interruption, qu'elle ait duré 20 ou 40 minutes, il est impossible que l'accusation exclue de façon crédible la possibilité que Borov-Janin se soit trouvé sur les lieux à ce moment-là, que c'est à ce moment-là qu'il serait passé devant l'entrepôt. L'accusation ne saurait sérieusement vous dire qu'elle est absolument certaine de la durée de cette première série de tirs. Tirs dont elle dit qu'ils se sont produits dans la partie ouest de l'entrepôt. Le témoin 111 dit que ça durait 30 minutes. Peut-être a-t-il quelque peu exagéré. Djokanovic dit que ça durait de 10 à 15 minutes. Bien sûr, Djokanovic, il est serbe. Mais regardez de plus près sa déposition et ses partis pris. Regardez de plus près la façon dont il a répondu aux questions et demandez-vous si sur ce point précis, Djokanovic était peut-être partial, favorable à Borov-Janin, ou s'il avait la moindre idée de l'effet qu'allait avoir sa déposition lorsqu'il l'a faite. Et lorsque vous allez procéder à cet examen, même si vous appliquez les soupçons les plus graves que vous pouvez avoir quant à la fiabilité de déposition faite par des Serbes, vous devrez vous dire que Djokanovic, à ce moment-là, n'avait pas de raison particulière de mentir. Et soit dit en passant, sur cette question de la durée de la première fusillade, l'accusation s'efforce vraiment d'expliquer comment il se fait qu'il y ait au moins un des Serbes blessés qui a réussi à se rendre à Bratunac et à s'y trouver à 17h30. C'est un autre élément du puzzle qui devrait vous indiquer, à mon avis, que la première fusillade n'a pas duré très longtemps. Dès
que le doute est semé sur la durée de la première fusillade, il est impossible de conclure que Bravtchenin aurait été présent lorsqu'a lieu cette première fusillade. Le témoin 111 fournit effectivement deux estimations s'agissant de la durée de l'espace du laps de temps qui s'est écoulé entre les deux fusillades. Pourquoi? Eh bien, les raisons sont claires. Il faut comprendre sa déposition aussi à la lumière du fait qu'il a été un des survivants de ces événements. Mais Mevludin Oric est quelqu'un qui donne une estimation réaliste de l'intervalle de temps. Parce que à la tombée de la nuit, il est dans un bus qui va de Konjević-Polje à Bratunac, rempli de prisonniers musulmans. Et Oric s'arrête devant l'entrepôt. Ce qui est essentiel dans sa déposition, ce n'est pas ce que Oric va voir lui-même, n'est pas de savoir ce qu'il voit lui-même de ses propres yeux à l'intérieur de l'entrepôt à ce moment-là. L'élément essentiel, c'est que Oric voit de 4 à 500 prisonniers musulmans qui sont rassemblés devant l'entrepôt, qui attendent pour monter dans des autocars, des bus. Et le véhicule dans lequel Oric se trouve s'arrête. Et une partie de ces 4 ou 500 prisonniers assis à attendre là montent à ce moment-là dans le véhicule. À mon avis, la présence de 4 à 500 prisonniers musulmans à cet endroit, à ce moment précis, dans ces circonstances, ne cadre pas avec l'idée d'un massacre ininterrompu d'un millier de personnes. Or, dans son mémoire, l'accusation dit de façon très spécifique que ce massacre a commencé vers 17 h et s'est poursuivi jusqu'à la tombée de la nuit. Et retient ce faisant la déposition du témoin 156 qu'elle présente comme étant la version véridique des événements. Et on peut se demander si le massacre fut sporadique ou permanent. Même s'il y a eu des meurtres sporadiques, la présence de ces personnes devant le hangar doit constituer un doute raisonnable quant à la question de savoir ce qui se passait à ce moment-là. Si nous reprenons la déposition d'Oric, que dit ce laps de temps? Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait eu une interruption, quelle qu'en soit la durée, qu'est-ce que ceci vous dit? À mon avis, ceci vous dit plusieurs choses quant à ce qui s'est véritablement passé ou quant à ce qui s'est peut-être passé, car en effet, c'est là le critère que nous devons respecter en tant qu'avocat de la défense. Notre critère, c'est de savoir ou de prouver ce qui a de façon raisonnable pu se passer. Eh bien, tout d'abord, c'est qu'il y a peut-être eu cette première fusillade qui s'est arrêtée, d'après ce qu'a dit Djukanovic, après une période assez courte. Ceci voudrait dire que le fait de tuer ces personnes n'était pas planifié, que ce n'était pas un massacre et qu'au fond, c'était pour réprimer une tentative d'évasion. Vous le savez, dans notre mémoire en clôture, nous précisons
la différence qu'il peut y avoir entre la répression d'une tentative d'évasion est quelque chose qui représenterait davantage que cela. Mais nous disons qu'à l'origine, c'est la tentative d'évasion qu'on a essayé de réprimer et nous disons qu'il n'est pas possible de dire avec un degré de certitude raisonnable que ceci a tourné au massacre. Deuxièmement, on ne peut raisonnablement pas exclure la possibilité que Borovtchanin soit arrivé pendant cette accalmie. Cette interruption et qu'au moment où il est descendu de son véhicule, on lui a dit qu'il y avait eu une tentative d'évasion. Troisièmement, si vous acceptez le fait qu'il y a eu une interruption de durée assez longue, vous ne saurez exclure la possibilité suivante. Ce qui s'est passé à l'entrepôt, l'exécution massive qui a eu lieu à cet endroit, a eu lieu parce que d'autres ordres ont été donnés plus tard, une coordination s'est faite ultérieurement, une décision a été, ou plusieurs décisions ont été prises ultérieurement. Et nous disons que la meilleure façon de voir les éléments de preuve, c'est de dire que ces incidents sont survenus à la tombée de la nuit. Vendredi, afin de faire rentrer dans son scénario l'affirmation disant que beaucoup de personnes avaient été tuées pendant la première fusillade ou pour éclairer davantage la nature de la première fusillade, l'accusation a affirmé que le dossier montrait qu'on avait utilisé des grenades à main pendant cette première fusillade. On ne trouve pas cet argument dans le mémoire en clôture de l'accusation. Rien de surprenant à cela, parce que les éléments de preuve du dossier ne viennent aucunement corroborer ce genre d'affirmation. L'accusation cite 3 sources. Vous avez maintenant à l'écran les dires du témoin 111 à ce propos. Inutile de vous les lire. À mon avis, c'est manifeste quand on voit sa réponse. Il ne parle pas dans sa réponse de ce qu'il a entendu à l'entrepôt, précisément. Et si je vous le dis, c'est parce que jamais un élément de preuve n'est venu dire, il n'y en a pas dans le dossier qui soit venu dire qu'il y avait eu un canon antiaérien, quelle que soit la direction dans laquelle il aurait tiré, et a fortiori aucun char d'artillerie. Manifestement, le témoin 111 ne parle pas ici de ce qui est en train de se passer dans l'entrepôt. Deuxièmement, Borovtchanin, contrairement à ce qu'a affirmé vendredi l'accusation, Borovtchanin ne dit pas avoir entendu des détonations à ce moment-là dans l'entrepôt de Kravitse. Il a bien entendu des détonations vers cette heure-là. Mais la transcription de l'entretien ne dit pas clairement d'où viennent, à son avis, ces détonations. Et enfin, ce n'est tout simplement pas vrai. Si vous regardez cette vidéo du procès, vous n'entendrez pas de détonation venant de l'entrepôt de Kravitsa vers cette heure-là. Il y a 3 ans, vous avez entendu les propos liminaires de l'accusation.
repris au paragraphe 493 que je cite. Ainsi, l'incident où il y a eu ses mains brûlées. Nous savons que cet incident s'est bien passé. Nous en sommes certains, mais pas de la façon présentée par les Serbes. Par conséquent, la version présentée par les Serbes n'est pas raisonnable. Fin de citation. 3 ans plus tard, aujourd'hui, pour le dire autrement, nous avons cette situation et je dirais que ce qu'affirmait l'accusation dans son propos liminaire n'a pas été corroboré. Ce qui a été appelé la version serbe, ce n'était pas la version serbe. En fait, ce sont 2 survivants musulmans qui la donnent. Hommes qui n'avaient vraiment aucune raison de mentir. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Je me demande s'il serait sage de lever l'audience, le président, parfaitement. Nous reprendrons les débats demain matin à 9 h. Merci.